Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Ce soir, Charles est à l'Assemblée, en plénière de la CTM, donc je le remplace cet après-midi ce soir. Comment ça va, Raphaël Semino? Très bien. Très bien. Ça fait longtemps que tu n'es pas sur ce plateau. Ah si, c'est toi qui nous boudes ou quoi? J'étais là la semaine dernière. Ah, d'accord. Mais j'avais des réunions le jeudi soir, qui se sont succédées, ce qui a entravé ma démarche pour venir ici. D'accord. Mais je viens chaque fois que je suis invité et en plus avec plaisir. Très bien, merci beaucoup, monsieur le maire. Non. Quand le maire n'est pas là, non, mais quand le maire n'est pas là et que toi tu es présent, tu représentes le maire, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas premier adjoint. Quand le maire n'est pas là, il est remplacé par son premier adjoint dans l'ordre du tableau. Oui. Si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Je suis loin d'être dans les 10 premiers. Donc tu vois. D'accord. Non, je te dis ça parce que je voulais te demander si on pouvait mettre un passage piéton en face là. Parce que c'est extrêmement dangereux. Les gens qui essaient de traverser les voitures, on dirait qu'ils accélèrent quand ils voient un piéton là. Mais est-ce que ce n'est pas une départementale? Donc il faut que tu dises ça à la CTM. La CTM, exactement. J'imagine que c'est une départementale. C'est pas une nationale, ça c'est sûr. Mais c'est une route qui est dangereuse pour les piétons. Oui. Il faut faire remonter l'information. Et la revendication. On attendra que Charles revienne alors. On va te dire ça à Charles. Ben voilà, Charles c'est le bon interlocuteur. Bonsoir, comment vas-tu Fred? Bonsoir Mano, bonsoir à tous nos amis, Raphaël. Ça va, très bien. Je suis encore sous le coup de toute la grâce que j'ai reçue mardi à Saint-Pierre. Et tout à l'heure, tu vas me donner l'occasion de développer mon actualité puisque j'ai assisté à l'inauguration de la cathédrale de Saint-Pierre qui était un grand moment martiniquais, un gros moment de paix, de concorde avec la présence de l'Esprit Saint. Bien. Donc je suis bien, tranquille. J'ai bien digéré mes crabes et j'ai bien commencé. Je n'ai pas fait de gros poissons d'avril cette année, hélas. Et mes enfants non plus ne m'ont pas fait, mais j'espère que les Martiniquais quand même se sont bien amusés. On passe un bon week-end pascal et vont aborder cette période de carême dans un bon état d'esprit. C'est-à-dire, nous ne pouvons ni de l'eau, mais nous pouvons faire ça, nous pouvons. Maman en ville, pas ni de l'eau, Raphaël, vous savez ça, toute une série de quartiers là. Nous avons commencé ces coupures-là. Eh bien, il faut que nous puissions encore parler de l'eau Martinique pendant mois de mai et puis mois d'avril. Très bien. Bonsoir Marie-Louise Delon, vous allez bien, ça va? Oui, bonsoir M. Gagné, oui. Merci d'être... C'est toujours un plaisir, de voir une femme calme sur le plateau de votre télévision, c'est bien, ça fait plaisir. Je vous remercie. Alors, Madame Delon, vous n'êtes pas au conseil municipal, vous êtes une ancienne du conseil municipal. Elle n'est plus. Non, elle ne l'est plus, mais elle a toujours autant de... Nous avons toujours beaucoup de... Nous sommes contents de la recevoir ici. Oui, je confirme. Merci beaucoup, Madame Delon. Et nous avons la turbulente Béatrice Bellé, un peu plus... Ah, c'était ça, c'était un petit coup quand même, d'accord, un petit coup pour... Non, parce que tu as dit une femme calme, de l'or, c'était pour contrebalancer... Non, c'est simplement une réalité. Comment ça va, Béatrice? Eh bien, bonsoir Mano, bonsoir à la chroniqueuse et aux chroniqueurs ici présents, et puis naturellement, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Moi, ça va, également un week-end pascal passé... en famille, donc ça fait du bien et en effet dans un esprit de rassemblement, de bienveillance et de concorde. Et puis des semaines qui commencent après sur les chapeaux de roue, mais on a une belle actualité et je pense que tu vas nous laisser l'opportunité de développer tout ça. À condition qu'on ne revienne pas sempiternellement sur le même sujet. Parce que sinon, on va faire 2 ou 3 sujets. Et je crois que Charles maintenant chronomètre. Oui. Et ça permet donc... de tenir le timing. Voilà. Donc, Emmanuela est très contente parce qu'elle me dit, oui, mais je propose des sujets, mais ils n'ont pas le temps parce que c'est trop long. Ouais. Alors, hors sujet, hors du sommaire, le courrier du préfet semble sur l'octroi de mer pour la CTM. Tu peux dire 2 mots sur ça? Eh bien oui, vous savez ça, pas de problème. Nous tous cas comprendre créole. Pas de problème, ça tout cas comprendre créole. Même pour faire d'autres qui comprennent. Bon, alors nous faisons une émission en l'octroi de mer, en fait c'était un des thèmes qui frappait un de monde qui était content en tout cas comme moi joindre
pour un sujet assez difficile et technique, mais nous arrivons là, à plusieurs opinions, chaque monde a une opinion, mais d'après moi, il y a un consensus quand même en les taxes là. Et peu de temps après, l'émission préfère envoyer une lettre le président du conseil exécutif pour dire que ce n'est pas du tout position de l'État, enfin, ça a dit principalement, c'est qu'il fait des concertations et puis des socioprofessionnels, des jeunes plusieurs monde, mais que l'État parlait, mettait, transformer l'octroi de mer en TVA régionale, que ce n'est pas du tout volonté de l'État, au contraire, c'est qu'il est travaillant des propositions des élus locaux pour ça améliorer les taxes là, puisqu'en 2027, l'Union européenne, Kenya statue en ça. Et moi, je suis assez content parce que ça veut dire que nous avons un tempo, c'est-à-dire sujet à nous aborder dans le kiosque, c'est un sujet très d'actualité, ni élection européenne, donc ça a concerné nous. Autres aussi que il y a un autre sujet que nous avons parlé beaucoup ces jours-là, c'est les fonds européens, ils sont liés à l'autre d'ailleurs. Et là, il faut que nous continuions à travailler là, société civile, société politique, tout le monde, pour essayer de nous produire ensemble en position que nous défendons, nous Martiniquais, devant l'Union européenne. Tu es au courant, Béatrice, de la missive du préfet au PCE? Oui, en tout cas sur la réflexion, parce que alors il faut quand même dire que la CTM a également produit un document sur la question de l'octroi de mer. Il ne faut pas oublier que c'est un dispositif qui a vocation à disparaître ou en tout cas à être remis en question en 2027 par l'Europe, d'où le fait que Frédéric en parle. Là où, alors je rappelle aussi qu'il y a que les dernières prises de position étaient qu'il fallait absolument que la question de l'octroi de mer soit gérée avec les élus martiniquais. On a entendu ça, enfin les élus des Outre-mer, on a entendu ça. Je crois que l'État a envie de prendre la main. Le Premier ministre en a parlé. L'État a envie un peu de prendre la main dessus, mais il va falloir qu'on annonce nos arguments et qu'on dise pourquoi. On pense qu'il est nécessaire de faire une réforme et pourquoi également on pense par contre qu'il est nécessaire que nous gardions la capacité de pilotage de cet argent public et la semaine dernière on l'a expliqué, il va quand même aussi falloir que l'on explique aux Martiniquaises et aux Martiniquais pour quel service public et quelle qualité de service public on lève l'impôt. Parce qu'on a un devoir de dire aux Martiniquaises et aux Martiniquais ce que l'on fait de cet argent. Madame Delors, vous n'étiez pas là lors de cette émission, mais concernant l'octroi de mer, peut-être vous avez une opinion là-dessus? Pas plus que ça, ce qu'a dit ma collègue tout à côté de moi, et je suis tout à fait d'accord avec elle. D'accord. Voilà. Et Raphaël, toi sur l'octroi de mer, écoute, tu n'étais pas là à cette émission? Je n'étais pas là à cette émission. Deux mots là-dessus? Non, je n'étais pas là à cette émission, mais évidemment, c'est un sujet sur lequel j'allais dire, beaucoup travaillé parce que c'est essentiel, notamment pour les budgets des collectivités locales. Je rappelle que je suis un ancien directeur général de collectivité. Et donc, je me suis tout de suite senti concerné à partir du moment où on a commencé à parler de la réforme de l'octroi de mer. Il y a une chose sur laquelle il ne faut pas transiger, c'est que ça finance les budgets des collectivités et il faut préserver, évidemment, cette recette-là pour les collectivités. C'est extrêmement important. Le deuxième élément, c'est la protection de la production locale. Et puis, on dit, l'octroi de mer est un élément de surcoût des produits que nous importons. Moi, je veux battre en brèche cette idée-là, parce que moi, je dis que la majeure partie de nos recettes, ou en tout cas de la production, en tout cas de l'économie martiniquaise, est basée sur les services. Les services, l'octroi de mer ne porte pas sur les services. Par conséquent, je pense qu'il faut effectivement une réforme, mais il faut qu'on soit très attentif et qu'on fasse très attention. Il faut que nous soyons véritablement associés à cette démarche qui consiste à réformer cet impôt, parce que c'est un impôt. Il faut qu'on soit associés pour que nous ne soyons pas les dindons de la farce. Je crois l'avoir déjà dit ici. Très bien. On va parler donc du décès de Madame Maryse Condé. On va voir sa photo à l'écran. On commencera par vous, mesdames. Si vous pouvez nous dire deux mots sur Maryse Condé, si vous l'avez connue, rencontrée. Béatrice?
Alors, je ne l'ai pas rencontrée à mon grand dame. En revanche, je l'ai lue. Et je dois avouer que j'ai commencé à la lire après avoir suivi une interview d'elle, une interview télévisée, où avec un grand pincement, elle parlait de son œuvre autour. Alors on peut dire qu'elle appartient au mouvement de la créolité, Maryse Condé, et elle racontait son histoire et son voyage à travers le monde, et singulièrement notamment en Afrique et dans la Caraïbe, aux États-Unis. Mais elle a fait l'Afrique, et d'ailleurs Condé, elle tient ce nom de Condé de son premier époux. Et elle l'a dit avec un grand pincement. Vous savez, dans ma carrière, on m'a demandé de venir enseigner partout, dans tous les pays du monde. Et j'ai pu enseigner dans les plus grandes universités américaines. Et pourtant, chez moi, aux Antilles, cette occasion ne m'a jamais été faite et proposée. Et ça m'a évidemment fait de la peine, parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on ne rend pas suffisamment parfois hommage et valeur aux personnes qui ailleurs sont déjà des monuments. Et j'ai commencé à la lire, et j'ai commencé à lire ces textes qui sont des textes qui sont des romans pour la plupart, militants, anticolonialistes, anti-esclavagistes, et qui explique d'une façon très belle et poétique. Elle est facile à lire, Maryse Condé, c'est pas le cas de tous nos auteurs. Elle est facile à lire, et j'invite évidemment chacun à lire ses goûts. Moi, Tituba, sorcière africaine. Enfin, il y a vraiment des ouvrages qui sont magnifiques. Redécouvrez si vous l'avez découverte avant. Mais voilà, elle est partie à l'âge de 90 ans, après aussi de longues années de lutte contre la maladie, qui l'empêchait d'écrire. Donc c'est son mari qui écrivait pour elle, qui l'empêchait aussi de parler convenablement. Une Guadeloupéenne, une afrodescendante, une voyageuse et une citoyenne du monde, une grande dame s'en est allée. Madame Delors? Oui, Maryse Condé, je l'ai rencontrée à travers ma mère. Je le dis parce que ma mère, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, surtout de littérature, institutrice. Et quand elle m'a parlé, j'avais une dizaine d'années, et j'ai vu ma mère tellement animée et tellement passionnée de ses goûts. J'ai dit, c'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai connu et j'ai commencé à lire Maryse Condé. Et pour moi, Maryse Condé, c'est une personnalité hors norme. Hors norme, pourquoi? Parce que de sa vie elle-même, puisqu'on sait qu'elle part de la Guadeloupe, à 19 ans, elle va en France, elle tombe amoureuse, comme beaucoup de femmes, et amour déçu, elle va en Afrique, de son premier mari. Et ça, je crois que c'est un parcours qu'elle raconte, c'est un cheminement. L'œuvre de Maryse Condé illustre ce cheminement, et elle insiste, ce cheminement est intellectuel et personnel. Elle écrit en Maryse Condé, c'est ce qu'elle dit. Je parle pas en créole, je parle pas en français, je parle en Maryse Condé. Et ça, c'est essentiel. Essentiel, pourquoi? Parce que elle le dit elle-même, je n'ai pas d'assignation. Pas d'assignation raciale, ni identitaire, ni de genre. Et ça, c'est important. Elle n'a jamais dit, et justement, elle le dit pour la négritude dans une revue en 1989, je la cite, « Il n'y a aucune raison d'être fier d'appartenir à telle ou telle race. Je remets en question le fait que la négritude perpétue la notion que tous les Noirs sont pareils. Attitude totalement raciste, héritée des Blancs qui croient que tous les nègres se ressemblent. » Donc, c'est tiré de la revue Kalalao en 1989. Autrement dit, quand on lit, et même jusqu'à la fin de sa vie, le dernier entretien qu'elle a donné, elle dit la chose suivante. Je suis guadeloupéenne,
mais je porte en moi la Guadeloupe. Je n'ai pas besoin d'être à la Guadeloupe pour être guadeloupéenne. Je rêve de la mer. Je rêve des cacao. Et ça, c'est important. Ça nous permet de comprendre pourquoi il y a des jeunes, de nos jeunes, qui peuvent partir et qui se sentent profondément martiniquais. On n'a pas besoin d'être en Martinique pour se sentir profondément martiniquais. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nos jeunes ont bien compris. Et je voudrais saluer aussi, tu l'as fait, son compagnon de toujours, cet homme qu'on ne nomme pas parce qu'il n'est ni guadeloupéen, ni français, il est écossais. Alors, pour tous ceux qui veulent mettre Marie Scondé dans la créolité, elle a dit qu'elle n'est pas dans la créolité, ben elle a toujours affirmé que cet homme, son mari écossais, eh ben, lui, c'est son fidèle soutien. Et ça, je crois que pour elle, c'était une fierté. C'est pas quelqu'un qu'elle mettait sous le boisseau. Et puis, non, c'était un véritable compagnon de route. Et moi, j'envoie mes condoléances à son compagnon, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Merci. Merci beaucoup, Madame Delors. Raphaël, Oui. Alors, bien sûr, nous venons de perdre une femme illustre, mais on n'apprendra rien à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs parce qu'on a beaucoup parlé de Marie Scondé et des hommages ont plu venant de partout. J'ai même entendu aujourd'hui que Jean-Marc Ayrault, Christiane Taubira ainsi qu'Arlema Bankou demandent au président de la République de faire un hommage national à Marie Scondé. Ce n'est pas rien. Il ne faut pas oublier qu'elle a obtenu le prix Nobel alternatif de littérature. Bon, donc ce qui signifie que vraiment est une femme dont la reconnaissance est permanente et vient de partout. Mais c'est pas ce que je veux dire la concernant. Alors, Marie-Laure vient de parler de ça. Elle se dit, en quelque sorte, universelle. C'est-à-dire qu'elle ne se reconnaît pas en une race, pas de genre, etc., etc. Mais ce qui retient mon attention, c'est qu'elle dit qu'elle ne retient pas le concept de la négritude. Ceci me gêne énormément. C'est pas parce que je suis un césériste ou un césérien bontin, mais tout simplement parce que on a fait un grand pas avec Damas, Senghor et Césaire dans les années 30, fin des années 30, par cette reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation d'être noir. Parce que nous avons toujours véhiculé un complexe, le complexe d'être noir. Et faire cet hommage à la culture noire, l'homme noir, je pense que c'est véritablement quelque chose qu'il faut retenir. Et c'est dommage qu'elle se soit sentie de cette manière-là. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'elle est allée chercher, elle est allée vers ses origines en allant en Afrique. C'est vrai qu'elle s'est mariée à un Africain, son premier mari était un Africain. Elle est allée en Guinée. Désillusion, parce qu'après la colonisation, les révolutionnaires sont devenus des dictateurs. Plus, pauvreté, corruption, bourgeoisie corrompue, etc. Elle ne s'est pas retrouvée. C'est pour ça qu'elle en est partie. Elle ne s'est pas retrouvée. Et de plus, elle n'a pas été reconnue par ces Noirs chez qui elle était, les Guinéens et les Africains de manière générale. Alors j'ai une petite anecdote. J'ai vécu un peu la même chose. Je suis allé au Sénégal il y a quelques années. Je suis allé sur le marché de Sandaga à Dakar. Et puis, je négociais en fait les prix sur le marché. Et je dis à la marchande, je suis un frère. Il était regardé, mon frère. Je lui ai dit, je suis martiniquais, etc. Et elle me dit, mais vous êtes pire que les Toubabs. Alors, j'étais désarçonné, bien entendu. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Et quelques jours après, je vais à Saint-Louis du Sénégal, à la frontière de la Mauritanie, et je rencontre des Martiniquais. C'est des bourgeois. Des bourgeois. À Saint-Louis, des bourgeois de manière générale. Les Martiniquais, les Antillais en Afrique sont des bourgeois. Donc j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Vous êtes pire que des Toubabs. Donc, cette reconnaissance que je cherchais en disant je suis un frère,
je vais sur le marché, je négocie des prix, mais histoire d'eux. Parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, et en Afrique du Nord notamment, il faut négocier. On n'achète pas au prix demandé. Il faut négocier. Donc je négocie, en disant je suis un frère. Donc c'est pour ça que je dis, je comprends la désillusion de Maryse Condé, en ce qu'elle n'a pas été reconnue comme étant une sœur des Africains, et elle est repartie de l'Afrique avec une désillusion importante. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Fred Lorandino, est-ce que tu l'as connu? Oui, je ne te connais pas. Mais juste avant, peut-être, parler François Emmanuel là, qui voulait thématique là-bas, nous, pour l'émission, je ne peux pas venir dans le kiosque après, je vais dire ça, et journée, moi, vive mardi. C'est-à-dire que l'inauguration de la cathédrale de Saint-Pierre, un grand moment où le peuple martiniquais exprimait quoi, partie du peuple de Dieu. Il était là. Et moi, je dis bravo à M. Limet, tout le conseil municipal, les services techniques. Et surtout à l'archevêché, tous les membres de la paroisse qui invitent, tout le monde qui prend temps pour vendre gâteaux, pour ça acheter par exemple, c'est bon. Tous les artistes martiniquais, Victor Anissette, Granville, qui participaient, mais aussi M. le préfet, Bouvier, qui fait un très bel discours, l'architecte des monuments de France, des bâtiments de France. Là, Etienne Poncelet. C'est un bail magnifique. Je dis tout le monde Martinique, ça qui kakoué, ça qui pas kakoué, allez visiter 13 millions d'euros, l'argent de l'Europe, l'argent de l'État, l'argent de nous. Ni polémique, mais moi-même, je dis c'était un bon bagage. C'est ça qui, pour moi aussi, un acte de développement et un vrai acte de Martinique. Mais polémique, on est qui ça? Non, parce que les gens ça coûtait 13 millions d'euros quand même, hein, 2 fois le budget de la ville de Saint-Pierre. Les gens ils étaient pour prendre l'argent là pour bâmer. Nous savons, nous sommes un pays, nous bien, mais un petit polémique, nous, mais ça m'entend de monde quand même, ça va discuter puis des gens, mais c'est un acte, et d'ailleurs, Jouta là, mardi, t'es ni bon de l'eau bénite, bon encens, bon chant, on va la chanter, t'es un vrai ferveur martiniquais et populaire, et ça, je pense que le pays a, nous n'y besoin de barrer comme ça. Alors peut-être comment on fait le lien, rapidement, Maryse Condé, parce qu'il faut nous faire le lien entre l'humanisme césarien et la charité chrétienne, nous Martiniquais. Peut-être qu'il faut nous essayer ça comme projet. Maryse Condé, je ne suis pas d'accord, et puis, moi, c'est terrible, mais parce que c'est un indépendantiste qui, pour moi, n'est pas aller jusqu'au bout du passé indépendantiste. S'il présentait quoi, Guadeloupe pas dans l'élection quand même, mais c'est un madame remarquable. Hein? Il leur dit ça, il tombe enceinte, c'est un haïtien qui mettait enceinte, et alors qu'il était parti pour faire études, et puis il allait découvrir l'Afrique, il a donné des illusions, il ouais, ça que nèg comme lui, c'est couturé, et puis les élites africaines qui sont capables de faire, et il tenait un genre de, pour moi, de ressentiment, ce qui fait qu'il rentrait dans confrontation, et puis Césaire, qui permet lui, et qui a dit ça dans l'écrit, découvert que lui-même était un négresse. Mais ça, maintenant, m'a dit exceptionnel, en forme de bout, et qui tenait un caractère comme quelqu'un mais connaître. Il m'a été 90 ans en maladie neurodégénérative, et c'est que Marie, hein, anglais, Wilcox, il n'a pas féministe, c'est Samboktaï, il n'a pas été écrit, et il n'a pas été traduit. C'est-à-dire un monde dit en très grande honnêteté, mais qui a un genre de tempérament, forme, en vraie forme de bout. Et puis on est indépendantiste conséquent aussi, parce que ici, vous avez le prix alternatif de littérature en 2018. Il acceptait présider le comité pour la mémoire de l'esclavage que Jacques Chirac a créé, qui fait célébrer la mémoire de l'esclavage le 10 mai, c'est lui. Et surtout, en 2019, il acceptait l'invitation. Le président Macron à l'Élysée, il recevoir la grande croix de l'Ordre national du mérite, et m'a invité les autres à regarder ça. Emmanuel Macron fait un discours remarquable sur l'œuvre de Maryse Condé et comment il a la question de l'identité. Donc, moi, je dis que Mme Tala, c'est vraiment, nous pouvons être fiers, parce que c'est... Oui, d'accord, Marie-Laure, il a dit qu'il n'a pas écrit, d'ailleurs, anti-citation, on nous dit que le créole est notre langue maternelle, et le français, la langue de la colonisation qu'il faut rejeter. C'est trop simpliste. Pour moi, le français n'est plus une langue coloniale, car je l'ai cannibalisé, réinterprété avec mon histoire, mon ethnicité, mon vécu. D'ailleurs, je n'écris ni en français ni en créole, mais en Maryse Condé. C'est-à-dire que, mais quand même, il n'y a pas un mouvement, faux mouvement créoliste là, que nous connaissons, hein, et que il faut mettre le créole dans la Constitution, tout le djinché là, ça m'a dit, c'est nous alors qu'il est
préparer les nouvelles générations pour dire, mais c'est ça qui la quête de l'identité, le travail de ces c'est-à-dire qu'on peut négresse blanc, mais ou avant tout en humain, il y a une expérience de vie. Il trappait 4 petits mamans et puis Condé, il divorçait et puis sans madame qui il a enseigné aux États-Unis, après il virait en France, il écrit pièce théâtre, sans monde qui était en vie intense qu'il assumait et surtout il quittait en œuvre banon que nous pour alors qu'il est analysé, étudié et dit développé. Voilà. Merci beaucoup. Il reste dans la créolité. Il y a une différence différence entre la négritude et la créolité. Elle se revendiquait de la créolité, elle a même écrit penser la créolité, et elle était en acte sur ça, la créolité, mouvement qui a été théorisé par Chamoiseau, Confiant et tout ça. Il faut qu'on fasse la différence, mais elle était pour la créolité. Oui, je voulais terminer en disant que c'est une leçon pour les jeunes quand elle disait que ses parents lui ont donné cette foi en l'avenir. Je crois que ça aussi, c'est aussi pour nos jeunes. Si les adultes n'ont pas foi en l'avenir, comment nos jeunes peuvent avoir la foi en l'avenir? Donc, c'est une leçon, et ce qui explique son cheminement et femme tombée par jamais désespérée. C'est ça, Marie Condé. Peut-être que Mano, et parce que moi, sans samaritain, m'oblige de dire ça. Moi, je vais faire une déclaration qui t'a fait polémique en temps, comme maman qui a gardé le kiosque, sur la mort de Clarissa Jean-Philippe, tuée à Montrouge, par un islamiste malien nègre. Et à l'époque, qui t'a fait une déclaration qui t'a fait une certaine polémique, qui t'a fait un monde aussi africain, pas de Djeddah Koepi. Elle a écrit ceci. En abattant la policière antillaise, le malien Amédi Koulibaly a mis fin au mythe de la négritude, basé sur la solidarité interraciale. La négritude est morte à Montrouge ce jour-là, car elle s'est révélée pour ce qu'elle a toujours été, un mythe. Bon, moi pas d'accord. C'est pour moi donc vous dire madame. On va même pour dire ça là. On va même pour dire ça. Non, je suis pas d'accord. Non, mais c'est bien levé les... Non, ça te fait une deux africains, levez-moi. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé de l'Afrique et du Sénégal. Donc, on va faire le lien avec l'investiture du président sénégalais nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye. Voilà. Donc, est-ce que vous avez suivi son discours d'investiture? Non, personne? Non. Personne? Je vous propose de regarder un petit extrait. Comme ça. Mais je regarde le début. C'est Grégory pour qu'il puisse nous lancer la vidéo. Ouais. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués. Comment répondre aux espoirs d'un pays qui l'a élu dès le premier tour? D'abord, gérer l'urgence, le quotidien des Sénégalais. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens. Coût de la vie, mais aussi remise à plat du fonctionnement institutionnel du pays. Dans son premier discours à la nation, Bassirou Diomaye Faye annonce la rationalisation des règles concernant les partis politiques et leur financement, corréler l'obtention d'une carte d'identité à l'inscription au fichier électoral ou encore une réforme de la justice. Et à la lutte contre la corruption, l'ancien inspecteur des impôts, devenu le plus jeune président du Sénégal, insiste de nouveau sur l'une des mesures phares de son programme, le réexamen des règles concernant l'exploitation de pétrole et de gaz offshore par les compagnies étrangères. L'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Et pour l'épauler, Bassirou Diomaye Faye a nommé son mentor Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, qui a promis un gouvernement de rupture selon ses termes et composé de gens qui travailleront pour le peuple. Et j'ai pas entendu là, mais enfin il semblerait aussi qu'il a fait comprendre que l'État français doit dégager. Est-ce que vous avez suivi ça? Oui. Ça a dégagé, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il y a le Mali, enfin bon, c'est pas le premier pays à le dire. On dirait que la France-Afrique est vraiment sur ces derniers moments, j'ai l'impression.
Non. C'est exactement ça que mon compris. On a dit la France dégage. Non, mais il a remis en question le lien. Il faut juste redire, Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui nommé Premier ministre, a créé le mouvement qui a porté le nouveau président du Sénégal au pouvoir. Ousmane Sonko a été, comme le nouveau président, Bassirou Diomaye, emprisonné, ce qui l'a mis en position d'inéligibilité. Et avant que Bassirou Diomaye Faye soit lui-même emprisonné, il avait déjà déposé sa candidature. Le mouvement lui avait déjà dit « dépose sa candidature en qualité de président ». Il a eu une campagne express d'1 mois. Et la campagne et ce mouvement qui travaillent depuis longtemps à faire valoir ses idées, ont tout de même en corpus l'idée de lutter contre, évidemment, la privation pour les Africains les Africains sénégalais, les Sénégalais de leurs matières premières. Donc de lutter contre cette privation des intérêts, on va dire, économiques qui peuvent être les leurs, de lutter contre les implantations étrangères, mais qui ne sont pas simplement françaises, mais notamment chinoises aussi. Par exemple, pour ce qui est de la pêche, il l'a dit là dans son discours d'investiture, il a parlé également de la pêche, de renégociation d'un certain nombre de contrats. Et j'ai eu, moi, à parler, j'ai pris le temps d'appeler quelques amis pour leur demander, qui vivent sur le continent africain, et singulièrement en Afrique de l'Ouest, de leur demander ce qu'ils en pensent. Et c'est vrai qu'on est dans une nouvelle vague avec des chefs d'État qui ont à cœur de récupérer une grande part de leur souveraineté, une grande part aussi de leur levier de développement économique, et qui veulent mettre, pour cette partie-là, qui est surtout composée d'anciennes colonies françaises, évidemment qui veulent mettre à mal le système de la France-Afrique, mais qui aimeraient aussi, de toute façon, mettre à mal le système occidentaux, russo, sino. En gros, aujourd'hui, le plus grand risque, c'est de remplacer des impérialismes par d'autres. Et la Chine est très bien positionnée pour ça, peut-être même mieux que la France. Alors c'est vendeur, la France dehors, c'est vendeur. Mais par exemple, Bassirou Diomaye Faye, lui, commence à parler de la Chine. Et commence à parler du fait qu'il y a des dérogations qui ont été données par l'ancien président et auxquelles il va falloir mettre fin. Ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que dans un monde interdépendant, les choses, en claquant des doigts, peut-être qu'on ne les verra pas, peut-être que ce jeune président va mettre les jalons d'un changement qu'il ne va peut-être même pas voir lui de son vivant. Mais en tout cas, l'intention est là et maintenant il faut regarder ce que ça produit sur cette partie du continent. Oui, Madame Delors ? Oui, je crois qu'il faut saluer le peuple sénégalais, plus particulièrement sa jeunesse. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a plus de 50% de la population jeune. Donc aujourd'hui, cette élection de Bassirou Diomaye Faye, c'est la volonté de la jeunesse sénégalaise. Il faut saluer ça. Et cette volonté de changement. Et d'une chose, s'occuper du quotidien des Sénégalais. S'occuper, ça veut dire exactement donner des conditions de vie décentes au peuple sénégalais et à cette jeunesse sénégalaise. Et ça, je crois qu'avant toute autre chose, c'est ça. Et pour s'occuper de ça, il faut des moyens. C'est ça l'objectif. Les moyens, c'est récupérer de la souveraineté, non seulement politique, mais surtout économique. Et ça, ce ne sont que des moyens. Maintenant, ensuite, il faut voir, et il dit, je suis l'ennemi de personne, d'accord, mais c'est moi qui vais décider comment et quel type de lien. Et ça, je crois que Macron, le président de la France, l'a bien compris. Mais pas totalement. C'est-à-dire que même s'il pense que ça doit changer, il y a encore beaucoup de réticences. Et moi, je crois que ce gouvernement fera que dorénavant,
on n'aura plus à penser des gouvernements téléguidés de France ou d'ailleurs, et ce sera ni la Chine ni la Russie qui pensent aussi que ce ne sera pas comme la France. Aucun pays, aucune superpuissance ne pourra faire et remplacer les anciennes superpuissances. Et ça, je crois que c'est quelque chose de positif. Surtout quand on voit que ce sont des jeunes non seulement dans leur façon d'être, mais aussi, ce sont des jeunes qui ont été dans des écoles et qui savent aujourd'hui, qui ont la connaissance. Alors maintenant, on peut se poser la question dans ce changement, où se trouve la femme? Parce que c'est ça aussi. Il y en a deux. Oui, où se trouve la femme? Et moi, je crois que c'est pas le président Diomaye Faye seulement. Je crois que la question des femmes, quand il y a une rupture, ça ne doit pas être séparé. Et ça, moi, je crois que c'est un petit caillou dans la chaussure. Voilà. Raphaël. Oui, je pense qu'il y a véritablement... Tu as vécu là-bas? Non, j'ai pas vécu là-bas, mais j'ai mon beau-frère qui vivait là. Donc, non, mais c'est bien là que tu as essayé d'avoir un meilleur prix. C'était au Sénégal. Tout à fait. Oui. Mais c'est à cette occasion, quand je suis allé le voir, qu'effectivement, je me suis retrouvé devant cette désillusion qui m'a fait mal. Et je pense qu'il y a un mouvement qui est enclenché, très sincèrement. Lorsqu'on voit comment au Mali, la France a été rejetée, même si on peut s'interroger sur le fondement de tout ça, est-ce que ça correspond à une vraie réalité? Mais il n'empêche qu'on voit bien qu'il y a ce mouvement de contestation, de ce lien indéfectible avec la France. D'ailleurs, les pays qui ont toujours été des alliés de la France, comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, commencent à parler du franc CFA. Le franc CFA qui est une ignominie. Ça veut dire que ma richesse va en France, la France bénéficie de cette richesse-là et renvoie ce qu'elle veut renvoyer dans mon pays. C'est schématique, mais c'est un peu ça. Et on est en train de remettre ça en question. La France est enrichie sur les pays d'Afrique, je n'apprends rien à quiconque. Et donc, le fait même que, et Marie-Laurence le dit, qu'il y a une jeunesse qui n'a pas été biberonnée à cette culture du lien avec la France. Parce que ce jeune, effectivement, il a des idées neuves. Il ne faut pas oublier, effectivement, on dit 50% de la population qui est jeune, mais je crois même que c'est 75% des habitants qui sont des Sénégalais qui ont moins de 20 ans. Donc ça veut dire que véritablement, il y a une autre vision qui s'exprime là. Et c'est le cas pour les autres pays d'Afrique. Donc on peut imaginer qu'il y aura effectivement ce mouvement qui va prospérer et qui va permettre effectivement de retrouver une certaine souveraineté. Moi, la crainte que j'ai pour le Sénégal, par contre, c'est le lien entre Diomaye Faye et Sonko. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sonko, c'est lui qui a la popularité. C'est le boss. C'est le boss, voilà. C'est lui qui a la popularité. Il se retrouve second plan, parce qu'il est Premier ministre. Le président, c'est Diomaye Faye. Et je connais les hommes. On est en certain âge qui permettent de dire que les hommes restent des hommes. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait une petite difficulté entre les deux. Parce que, je répète, c'est Sonko qui est le leader, qui se retrouve en deuxième position. Qui était inéligible. Oui, bien sûr, qui était inéligible. C'est bien pour ça qu'il n'est pas allé, lui. Hein. Donc voilà, wait and see. Okay. En tout cas, nous savons que le Sénégal est un pays qui a exprimé son attachement à la démocratie, parce que faire sortir Macky Sall, l'ancien président, ce n'est pas rien. Qui avait repoussé, qui avait souhaité repousser, presque sine die, pour rester au pouvoir. Et le faire sortir, comme la rue a parlé, la rue a dit non à Macky Sall. C'est extrêmement important, et je crois savoir qu'en Afrique, les exemples ne sont pas si nombreux. Alors, je te vois sourire, pourquoi, Fred? Ouais, peut-être me répondre là, en côté, peut-être pas trop sérieux, mais il y a une image qui frappe moi, c'est là, les Faye venu voter, si vous Faye, il était ni deux madame,
Puisque les musulmans, non, c'est ça, vous avez dit ça. On a deux, Une tradition, vous avez venir voter musulmans de belles madames, qui partaient voilés, et il venait, alors qu'il est président en république laïque, il faut oublier la constitution sénégale, c'est une constitution très élaborée, Senghor, et qui lit des droits, mais qui sont république laïque. Donc, moi je dis, tiens, est-ce que M. Pékin a de problème? Et puis c'est islamiste là. Parce que faut pas croire que tous ses voisins au Mali, au Niger, ils ont regardé, parce qu'il y a des groupes islamistes qui commençaient à entrer au Sénégal, qui ont dit attention. Et donc, je espère qu'il ait trouvé les moyens d'apaisement. Il commençait par les partis politiques. D'ailleurs, les corps constitués de l'église là, ils modifient le protocole là, etc., pour montrer que c'est un État laïque. Mais les ouais, parce qu'on peut y avoir l'idée quand ils vont pouvoir, surtout leur 44 ans, et surtout leur pâté en tête quand même, parti puisque c'est Ousmane Sonko qui c'est le vrai leader, bon, on a dit ça. Donc, lui-même, il a déjà une relation apaisée, et puis le Niger, les dirigeants du Niger, le Burkina Faso et puis le Mali, qui c'est des militaires, une frontière commune. Donc, qu'est-ce qu'il y a un problème? Deuxième grand problème, pour moi, c'est le problème d'immigration. Je sais bien qu'il y a un lot africain qui a sorti du Sénégal pour aller en Europe. Donc, et là, nous avons quel dispositif? Il apprend qui mesure, il apprend pour les jeunes Sénégalais, que ça a été travail déjà au Sénégal et qu'il veut stopper l'immigration. Moi, juste deux mots sur le problème économique là. Ça fait CFA. Là, je vais attendre parce que bon, c'est un sujet assez technique qui a passionné moi. C'est pas comme ça que je l'ai vu un jour au matin, ou qu'a dit ou qu'a sorti du franc CFA. Ça fait parce que le franc CFA a garanti la stabilité monétaire dans 14 pays d'Afrique. Et ça, en fait là, nous avons un désaccord fondamental. La France a rémunéré les dépôts des 6 pays à 0,75%, c'est-à-dire qu'il y a aussi un intérêt que l'argent, les dépôts, les devises pour gérer la monnaie, ne pas rentrer dans le bail technique. Mais c'est un accord qui, pour moi, alors qu'il est gagnant-gagnant dans l'Afrique. Et le problème là que l'Afrique met à présent, c'est de créer une banque centrale africaine et puis une monnaie qui est stable. Et ça, ce n'est pas donné. Ah mais c'est un élément de souveraineté. C'est un élément de souveraineté, il ne faut pas oublier ça. L'aspect politique est important. Je espérer que, et puis d'abord, ses voisins qui entendent, notamment le Nigeria, ces pays-là qui là, parce que l'Afrique a des intérêts économiques divergents. Donc, il y a jeunes, il y a beaucoup de bonne volonté, il a fait des belles paroles, mais je dis que c'est là que tu es là que vous savez ça y vaut. Et je souhaite c'est chaud quand il finit Madaï là. Ok, mais est-ce qu'on peut quand même Marie-Laurence l'a dit et a introduit sur ça et vous en avez parlé également. Je crois qu'en tout cas pour ramener ça à la Martinique, la grande leçon c'est la leçon démocratique. Lorsqu'on veut du changement, on ne reste pas chez soi. Voilà. Si les Sénégalais, parce qu'il y en a, la diaspora qui est en France, aux États-Unis et tout ça, a fait des 6-7 heures de queue pour aller voter. 7 heures de queue pour aller voter. Il y avait des queues sur des kilomètres pour aller voter dans les ambassades. C'est la grande leçon. Lorsque l'on veut du changement, il faut faire un choix, il faut se déplacer dans les urnes. Je dis ça parce que ce matin encore, j'ai croisé des militants qui disaient « Ah ouais, nous pas mieux de ah non, nous peut aller voter, ça va à peine d'aller voter. » Mais qui m'en est les bagailles à changer? Il y a deux sortes de façons de faire. Soit vous faites une révolution armée, voilà, soit vous faites une révolution démocratique. Et je pense que la révolution démocratique est plus saine. Voilà. Mais c'est la grande leçon, à mon sens aussi, qu'ont donné en effet les Sénégalais, jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a eu un taux de participation exceptionnel depuis près de 70%. Alors on va rester dans la politique, l'élection houleuse à la mairie du Gosier. Mais je ne sais pas si vous avez vu les images, je pense que oui, peut-être l'eau a volé, tout ça. On a tous vu, ouais. Mais avant de parler de ça, j'ai cru comprendre cette semaine que la famille de l'ancien maire, Cédric Cornette, donc, a porté plainte pour assassinat. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais vous poser la question, est-ce que c'est dangereux d'être maire?
est-ce que c'est dangereux d'être un politique? Vous le savez bien avant moi, il y a le maire de la Désirade, pareil, qui a été assassiné. Ça remonte à très longtemps et jusqu'à maintenant, personne n'a été inquiété. Est-ce que ces complots politiques-là, généralement, comment ça se passe, quoi? Bon, je ne vais même pas parler d'Haïti, c'est pas la peine de parler d'Haïti pour ça. Quelle est votre opinion sur ça? Est-ce que c'est dangereux d'être maire? Parce que tu dis, pourvu qu'il finisse son mandat, je pense éventuellement qu'il soit tué. Ou qu'il y ait un coup d'État. Ou qu'il y ait un coup d'État. Donc, Coup d'État. Coup d'État militaire ou constitutionnel. Ouais. Finalement, je ne sais pas. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours très difficile pour une famille, quelle qu'elle soit, de perdre un être cher aussi jeune. Et aussi brutalement. Là, on parle de Cédric Cornet, l'ancien maire du Gosier. Oui, tout à fait. Et donc, que la famille puisse être dans un déni, c'est compréhensible. Rien ne prédestinait Cédric Cornet, maire du Gosier, à finir sa vie comme ça. Et donc, c'est la sidération. Et quand on est dans la sidération, il faut qu'on trouve des raisons pour lesquelles, mon fils, mon mari, mon père et mon cousin se trouvent dans cette situation où il n'est plus là. Donc, pour moi, il faut accompagner la famille et porter les condoléances pour cette famille. C'est douloureux. Maintenant, pour ce qui se passe, je ne pense pas qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, que ce soit plus dangereux qu'auparavant. D'accord? C'est pas plus dangereux. Ce qui est dangereux, c'est le mépris que certains hommes politiques peuvent avoir envers une population qui est dans le besoin. Parce qu'à partir du moment où vous dites que pour s'occuper du quotidien des Martiniquais, il faut changer les textes, si ce n'est pas du mépris, si ce n'est pas de la désinvolture, c'est quoi? Tu parles de quel texte du président de la CPM. D'accord. Dans un entretien qu'il a donné dans le France-Antilles du 18 mars. Et il dit quoi? Il dit, pour s'occuper du quotidien des Martiniquais, il faut modifier les textes. Alors je dis, si ce n'est pas du cynisme, ce n'est pas de la désinvolture, de l'arrogance et même de la légèreté, s'occuper, pas de transformer le quotidien, on est à s'occuper. S'occuper du quotidien, c'est quoi? S'occuper des transports, du logement. C'est ça le quotidien des Martiniquais. Il n'y a pas demandé transformation, ce n'est pas la révolution. S'occuper. Et donc, dans ce cas-là, quand on est dans une telle situation, il y a des violences. Justement, et ma question d'actualité portera sur ça, l'aggravation alarmante, ce qui explique quelles sont les réponses des gens aujourd'hui qui ne croient plus en politique et qui peuvent mettre une ville à feu et à sang. C'est tout. C'est ça la réalité. Et personne ne pourra maîtriser quoi que ce soit. Parce que face à un tel mépris, les gens font ce qu'ils veulent. Non, mais on déborde. Sincèrement, Marie-Laurence, je m'excuse, mais je te prie de m'excuser, mais je ne suis pas d'accord du tout avec cette manière de voir les choses. J'estime que nous vivons dans un pays où les difficultés sont énormes. Et aujourd'hui, j'ai pas lu ce texte dont tu parles concernant le président du Conseil exécutif, c'est ça? 18 mars. Mais ce qu'il veut dire très probablement, parce que je connais son discours, et pour cause, c'est qu'il faut modifier profondément la relation avec l'État français. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais il me semble que Francis Carole a le même discours. Il me semble que tu appartenais au Palima. Et que, c'est le passé, pas. C'est le passé, mais il n'empêche que, il y a quand même une... Et donc, le problème est celui-là. C'est que nous sommes confrontés à des difficultés que nous ne pouvons pas résoudre en l'état actuel des choses. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. J'ai participé à des conférences, j'écoute des gens, j'écoute la population aussi, qui dit, ouais, mais Zodjan n'y a assez pouvoir, tous les autres ont demandé d'autres pouvoirs, alors que les autres passent à gérer ça, autres n'y a. C'est le discours ambiant. Mais est-ce que c'est vrai, contre lequel je suis, personnellement. Et je peux donner plusieurs exemples, que j'ai déjà donnés ici d'ailleurs.
sur le fait même. Alors, bien entendu, on peut parler, d'un élu qui a mis la main dans la caisse, encore qu'il n'y a pas jamais pour personne, pratiquement. Un élu qui a mal géré, qui a fait de mauvais choix, etc., etc. Bon, ça, c'est de l'ordre du fantasme de la population qui dit, par exemple, pour donner un exemple, il y a trop d'élus. Il y a trop d'élus. Eh bien, nous nous retrouvons avec une assemblée territoriale avec 51 élus, avec 1000 représentations, et personne ne peut aller dans les conseils d'administration des lycées, des collèges, etc. Parce que moun a qu'à travailler, moun a niche les pour occuper les familles, moun a, ni diverses bagailles pour y faire. Donc, du coup, on a écouté la population qui a dit, les élus mettent de l'argent dans leur poche, il faut qu'on réduise leur nombre. Et finalement, on se retrouve dans l'incapacité de représenter la collectivité au sein des conseils d'administration, etc., pour pouvoir donner un avis, etc. Donc, moi, je suis contre ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous avons une difficulté, qui est la difficulté de pouvoir adapter les règles qui nous sont imposées, qui nous sont imposées par les gouvernements français et successifs, qui vont probablement nous imposer une réforme de l'octroi de mer et nous n'aurons rien à dire. Alors même que nous savons que nous avons besoin de cet octroi de mer. Je prends cet exemple-là. Je prends un autre exemple. L'exemple du transport, puisqu'on en parle très souvent. L'exemple du transport. Le transport en Martinique coûte 160 millions d'euros par an. 160 millions d'euros par an. Le versement mobilité, qui était un ancien versement transport, rapporte 50 millions d'euros par an. Le restant qui monte qu'à Météi. Alors bien sûr, il y a les petites recettes. Il y a les petites... Ah non, je finis. De toute façon, je te demande 100. quelques secondes. Le restant qui monte qu'à Météi. Nous pas ni les moyens de moderniser ce transport-là. La preuve, c'est que nous avons une série de difficultés, des grèves permanentes, parce que les gens sont mal payés, le matériel roulant est de mauvaise qualité, etc., etc. Et nous n'avons pas les moyens. Je suis membre de Martinique Transport, du conseil d'administration de Martinique Transport, je sais de quoi je parle. Bien. Donc, faisons attention à ce que nous disons à la population. Mais l'homme de là qui entend ce discours-là, je ne sais pas s'il est d'accord avec ce discours-là. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut combattre ça. Oui. C'est pour ça qu'il faut combattre ça. On laisse Fred... Oui, Fred, vas-y, et puis tu finiras. Oui, débat là. Mais il est intéressant. Mais... Non, mais il fallait parler sur ça. Pour le moment, le président, il a le pouvoir de payer cette entreprise-là. On sait bien l'entreprise qui attend plusieurs mois, il va payer. Et on sait bien, l'on en lettre, il va répondre nous. Donc, c'est peut-être sa population. Et moi, Magado, là, en tant que responsable d'une entreprise, Magado, il faut répondre aussi. C'est une forme de mépris. Dans un chef d'entreprise qui a écrit, il a demandé un vrai numéro mandat, puisqu'on a dit ouvrir un mandat. Et la trésorerie, on ne peut pas répondre. Les commandes de payer intérêt moratoire, ou pas répondre. Vous savez, les intérêts moratoires que BPI France commandé, c'est 9,1%. Donc, vous savez, le peuple n'a pas comprendre certains bagages, mais là, nous ne parlons pas des trois institutions. On nous parle des Tibrins. Il y a un qui choque moi. C'est là une des moments qui était chez B, Fort France là, devant la mairie, pour te enchaîner et puis le malmener. Ça choque moi, parce que c'est quand même une autorité élue dans le pays, et ça était inadmissible. Que ni des gens qui font ça au nom de la politique. Et vous posez une très bonne question. Il y a une réponse législative. Tout le monde peut aller au journal officiel. Tout le monde y a Internet après. Il suffit d'aller chercher la loi du 21 mars 2024 qui renforce la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Donc ça, c'est une loi que vous votez parce que vous commencez à menacer ces maires. Vous avez venir jeter les cailloux, faire attentat. Ça, inadmissible. Il faut respecter. On peut mettre en bulletin, on peut venir une élection tous les 6 ans. Mettez-nous les bulletins, fait campagne, sous l'échanger la vie pays, mais pas mettre 10 faits à dans le bus, pas faire le vagabondage là qui pas mener en Martinique, pièce côté. Ça c'est pour. Maintenant, moi, je suis revenons à nos moutons. Moi, je suis mêlé, parce que moi, je lis la presse. Moi, il y a une autopsie qui fait, moi, pas juge, moi, pas faire étude de médecine. Je dis c'est peut-être un morceau viande nivelé, ça qui arrive. Et puis, on va asphyxier, mais l'autre côté, il y a des gens qui c'est tiens bois. Ici, ils voient un cercueil et puis fauteuil, je trouve ça en détail. Ni gens qui ne sont pas contents parce que dans la presse française, c'est libre à aller pour venir participer à des émissions. Ils mettaient l'accent en le fait que Megozia était fiché sur le fichier des délinquants sexuels. Parce qu'il était mis en condamnation en appel. C'est pas moi qui fais loi, c'est pas moi qui fais fichier à non plus.
Et je constaté, bouteille qui a volé, moun qui a joué, moun, mais par contre, le résultat, ce n'est pas ça qui pour moi est la démocratie. La démocratie, nous avons un exemple là, ici, apaisé, c'est que même si nous avons des opinions différentes, nous avons échangé entre Martiniquais et Martiniquais, et l'élève qui est venu, nous avons voté pour faire un choix. Ok, mais ce qui me paraît quand même bizarre, il a quand même été élu par la population du Gosier, même si on avait dit qu'il était fiché. Mais il a été élu démocratiquement. Ouais. Madame Béatrice Bellé. Alors, ce qu'il faut rappeler, donc, c'est en effet à la mise en place du nouveau conseil municipal et singulièrement l'élection de la nouvelle maire, puisqu'en l'occurrence, c'est sa première adjointe. Voilà, elle était la première adjointe. Elle a été élue avec beaucoup de voix de l'opposition. Hein. Alors, quand Frédéric dit on espère qu'il va finir son mandat, tout ça c'est pour dire que la vie politique est parfois plus complexe qu'elle n'y paraît. Et on aurait pu croire, là on voit le jet de bouteille, on aurait pu croire que les choses allaient se passer normalement. Le maire, juste après, c'est la première adjointe, donc ça pourrait paraître naturel que ça soit elle, de toute façon, que la majorité du groupe également porte au pouvoir. Ça n'a pas obligatoirement été le cas. Le départ brutal réveille, comme on peut s'y attendre, des velléités de pouvoir. Il y a des gens qui voulaient, il y a même eu des négociations au niveau parce qu'il était aussi président de la communauté d'agglomération. Il y a eu des négos, des machins pour que... Et c'est le maire de la Désirade qui a été élu. Qui a finalement été de la Carle, exactement. Moi, je crois que... alors, sur ça, je n'ai pas de commentaire à faire. Il y a une autopsie, il y aura donc des nouveaux procès, des nouveaux machins. Moi, j'ai toujours... c'est pas ma tasse de thé politique. Pour ce que Fred vient de dire, moi, je suis étonnée qu'une personne condamnée, pas accusée, condamnée, et inscrite sur le registre des délinquants sexuels pour attouchement sur mineurs de moins de 13 ans se retrouve maire et président d'une communauté d'agglo. C'est moi. Pour moi, ça ne devrait pas être possible. Bon, ça a été possible, ça a été le choix des personnes qui l'ont élu. Voilà. Donc, il y aura l'autopsie, il y aura le machin. Moi, j'en sais rien. S'il a été tué, si on a fait du carburant. Je peux quand même rajouter que... Sur la démocratie, parce que Raphaël en a parlé. On a le droit d'être insatisfait. Et on ne peut pas passer son temps, aujourd'hui, à considérer qu'on fait le maximum. C'est d'ailleurs un déni de démocratie que de penser, à chaque fois qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, qui font leur maximum, qui font au mieux. Je crois que la démocratie veut justement qu'on admette quand on se loupe, quand on rate, quand il y a des choses que l'on ne fait pas bien, qui ne répondent pas aux besoins. Aujourd'hui, quand on dépense 160 000 millions d'euros en matière de transport, les Martiniquais ont le droit de se demander pourquoi ça ne marche pas. Ils ont le droit de se poser la question de savoir pourquoi ça ne marche pas quand on dépense autant d'argent. Tu peux venir avec des arguments qui sont tes arguments. Moi, je vais venir toujours avec des contre-arguments. Et je vais toujours dire que le Martiniquais aujourd'hui a le droit, et nous avons l'obligation politique ou celle des élus, d'apporter des explications. Et les explications, elles ne peuvent pas être que le travail est insurmontable et tout ça. Si nous passe à faire, on l'a déjà. Si moun passe à faire, il faut que l'a déjà. Ouais, parce que non, mais c'est ça la réalité. Alors l'a déjà, est-ce que tu leur dis de l'a déjà l'argent en même temps? Mais quel argent? Mais non, mais il n'y a pas... Non, ça, je sais pas. Ça, mais quel argent? Non, mais ça... Mais non, c'est ça tu le vois, truc. Mano, ça, Mano, je faut suis pas dire contre. ce genre de choses. Alors, Parce que qui l'argent? C'est ça, je vais être contre. Parce Mais que non. la plupart des élus ne touchent rien. Mais oui, la mais plupart bien des sûr, élus ne mais bien touchent sûr, rien. bien sûr. Deux, parce que, par contre, moi, je suis pour que tu sois aussi, que tu aies une indemnité, parce qu'on t'indemnise, et donc pour que tu aies une indemnité, il faut justifier également. Mon cas, il y a un lomoun absent de certaines assemblées et qui a touché les indemnités quand même. D'accord ? Donc, c'est aux élus de s'inquiéter de ça et peut-être de faire honte un peu à certaines personnes. Mais moi, je me rappelle et je vois parfois le lendemain du jeudi, quand je compte les 51, le compte n'y est pas. Et même dans les conseillers exécutifs, le compte n'y est pas. Et parfois, il n'y est pas du tout et longtemps.
Bon, alors c'est normal que les gens soient fâchés. Et c'est normal que les gens se posent des questions. Et je pense qu'on a ce devoir et cette exigence de qualité, de réponse aussi. Et elle n'est pas seulement sur le service public, les services à la population. Elle est aussi sur les entreprises. On ne peut pas faire des entreprises, et donc des entreprises martiniquaises, travailler pour le service public et puis pas payer les moulins. Alors les Martiniquais, les petites entreprises, les PME, les TPE, les artisans, ces banques, la CTM. Et puis pendant ce temps-là, les aides aux grosses entreprises sont multipliées par 3. Mais non, il faut qu'on soit sérieux. Tu voulais rajouter un mot avant qu'on passe à autre chose? Enfin, c'est des discussions qu'on a en permanence ici, hein, notamment avec Béatrice, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec son approche des choses. Eh oui. Eh oui. Ça parce que, mais oui, mais bien sûr, nous ne sommes pas sur le même bateau, évidemment. Voilà. Évidemment. Mais bon, si bien que je ne vais pas trop épiloguer, je ne vais pas continuer parce que je vais te répondre. non, mais c'est pas juste, c'est injuste, je dirais, c'est injuste. C'est injuste. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, regarde bien. Et la semaine dernière, nous disions quoi? La loi sur la discrimination capillaire a été votée. Il y avait 60 personnes dans la salle. 60. Oui, mais c'est à 2h du matin. Ne compare pas, mais peu importe. Non, faut pas qu'on moi. Ce que je veux dire, c'est que tu regardes au Sénat ou à l'Assemblée nationale, tu as un problème de participation. La preuve, c'est que lorsqu'on fait le bilan de la participation des uns et des autres, on voit bien qu'il y a des personnes qui viennent très, très rarement. Bon, c'est partout comme ça. Donc, il faut révolutionner les choses. Il faut peut-être indiquer. Oui. Et il y a une loi qui existe, qui dit à partir de 3 absences, tu peux être... Non excusé, donc. Mais vu que tout le monde appelle, dit « Ouais, je serai pas là, j'ai des trucs à faire, j'ai à quoi poney. » Mais c'est pas, pour moi, c'est pas là le problème. J'ai piscine. C'est pas là le problème. Je veux revenir sur le gosier pour dire qu'aujourd'hui, on peut être un peu inquiet. Parce que la mairesse dont j'oublie le nom, Montout, parce que c'est un nom martiniquais d'ailleurs, qui se fait élire par 17 voix contre 16, avec des voix de l'opposition. Je ne sais pas comment elle va constituer son bureau, c'est-à-dire ses adjoints, mais il n'empêche que très probablement, il y aura un problème de gestion de cette collectivité. On est parti pour un environnement extrêmement tumultueux. C'est essentiellement ce que je voulais dire. Bien. Alors, on va passer à un autre sujet, évacué d'Haïti. Plus de 240 ressortissants sont arrivés sur le sol martiniquais vendredi. Alors, pour parler d'Haïti, on voit la situation d'Haïti depuis quelques mois, quelques années. Et on a vu aussi un Martiniquais qui n'a pas pu prendre l'hélicoptère pour fuir Haïti. Donc, la situation là-bas devient de plus en plus grave pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, sur ça, qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, pour Barbecue, lui, il est à l'aise, lui. Non? C'est lui. Ils sont évacués par bateau de la marine française. Oui, ça c'est le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation en Haïti? Eh bien, Martiniquais, qui là, c'est Philippe Martini, Philippe Zouk, moi, Maï Sainte-Marie, comme on connaît très bien. Animateur. Il était également une information pendant le Covid là. Il était assez dangereux d'ailleurs sur la situation sanitaire Haïti. Mais d'après ça, je comprends, l'ambassade de France, en tout cas, prévoit des rotations d'hélicoptères, mais il dit c'est mon nom, vini dans l'école en point de rassemblement, mais que l'armée pas vini chercher eux. C'est après ça. Mais après, on ne va pas discuter. Puis, directement, parce que M. Barbecue, Jimmy Cerisier, il prend contrôle totalement du Port-au-Prince. C'est-à-dire que toutes ces voies barrées, qui a contrôlé l'entrée-sortie, pas ni l'école, l'école va fonctionner, c'est l'hôpital va fonctionner, il prend contrôle de toutes ces stations d'épuration de l'eau aussi. Et il fait une déclaration, Jimmy Cerisier, il dit comme ça que les hommes qui parlaient, qu'ils ne sont pas d'accord, et puis ils ont fait le CARICOM, la France, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, et puis le Mexique vient faire une réunion, il dit qu'il proposait qu'il y ait un conseil présidentiel transitoire de 9 membres. Alors les forces politiques haïtiennes mettaient qu'ils sont d'accord, ils voient en liste 9 membres le CARICOM, et c'est mon nom. Et c'est quand même Ariel Henry qui peut signer ces décrets. Mais il y a dit que, du point de vue de la loi, puisque la Constitution n'a pas appliqué, pas été élu, pas ni juge non plus, c'est-à-dire que sans système, ou alors qu'il est, il n'y a pas ni légalité.
pas ni système, en fait. Et barbecue, sans système. Ouais. Mais sauf que ni barbecue qui a géré, et barbecue dit il n'est pas question que vous voyez pièces qualité force étrangère. Et c'est le Ghana, hein? Non, le Kenya. Le Kenya, Nairobi. Yo demandé que yo paye avant parce que l'ONU normalement ou a préfinancé force là pour vous les soldats et puis l'ONU a remboursé. Mais les Américains disent, le Congrès américain dit qu'il n'y a pas qu'à l'argent parce que il passe à ça qui menait et il était en Haïti et alors qu'il est les moments là qui a demandé à Nairobi au Kenya, il a dit bah yo 40 millions de dollars avant que yo voyez soldats yo et yo les savent comment yo que approvisionner parce que faut passer mon à manger toute bagaille comment ça qui est passé et là et donc bah là bloqué donc on attend pour qui ça qui est fait mais ça m'a pensé c'est que si Américains, la France, le Canada commencent à tirer mon nid et du monde parti c'est que yo doit qu'à entrer en légitimisation mais en manière sévère m'a pensé donc m'a espérer que yo que trouver en issue parce que ça peut pas continuer puisque la République dominicaine il a expulsé, y compris les femmes enceintes qui ni nationalité, qui né République dominicaine, mais qui issus des Haïtiens. Il a pris ces gens comme des bétailleurs dans des conditions inhumaines, atroces. Il a revoyé tout Haïtien et donc il ferme les frontières et puis garde tout le monde. Donc, il dit qu'il y a un risque de famine en Haïti et plus de, environ plus de la moitié de la population, ce chiffre-là c'est effrayant sur 11 millions. Dans une situation que vous n'avez pas ni mangé. Donc, je pense que tôt ou tard, il y a certainement un genre d'intervention militaire. Madame Delors, c'est une situation compliquée, ça? Je dirais que, premièrement, que ça pose le problème de la sécurité, de l'effondrement de ce qui pourrait être l'État en Haïti. Je me rappelle que j'avais discuté à l'époque très jeune avec Guy Cabot-Masson. Et donc, il me disait, jeune étudiante que j'étais, il me disait que le tort d'Haïti, c'est d'avoir eu raison trop tôt. C'était ça sa manière de voir. Autrement dit, quand il dit ça, il disait pas qu'il était contre l'indépendance. Ce qu'il disait, c'est que eh bien, il y a des conditions. Et là, à partir du moment où un chef d'État a été assassiné avec l'accord de la femme et qu'il y ait du développement de gangs en Haïti, parce que finalement, ce sont des gangs qui ont remplacé ce qui pourrait être l'État haïtien, d'accord? Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui risque de se passer, ce qui est déjà le cas, d'accord, c'est une grande famine qui sera étendue à toute la population d'Haïti. Pour le moment, c'est circonscrit à Port-au-Prince, mais je dois dire qu'il faut qu'on soit attentif à ne pas rejeter les Haïtiens. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, voir une telle situation nous engage aussi en tant que Martiniquais et tout ce qu'on peut faire devra être fait. Parce que, bon, pour le moment, c'est le préfet qui prend les décisions au nom de l'État français, mais individuellement, on a des associations haïtiennes en Martinique, il faut absolument les aider. Il faut absolument, aujourd'hui, je dirais, rentrer en contact et ne pas les exclure. Et ça c'est le Martiniquais. C'est pas simplement les institutions. Aujourd'hui, on doit être sensibilisé, d'autant plus que, quand on regarde pendant un certain temps, sinon, je dirais, il y a eu des graffitis anti-haïtiens et le vote des Martiniquais pour le Front National, contrairement à ce que pensent certains, c'est pas un vote de protestation contre Macron.
C'est un Pas vote seulement. d'adhésion. Pas seulement. Adhésion. Il y a peut-être 2-3% de gens qui étaient contre Macron qui allaient voter. Mais massivement, mais on verra pour les élections européennes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une identité, les Haïtiens chez eux, les Martiniquais chez eux, etc., on est dans une espèce de nationalisme identitaire étriqué, dangereux. C'est ça aussi. Donc, et je le vois sur les marchés de Fort-de-France. Hein. D'accord, hein? Faut pas se voiler la face, hein. Et donc. De plus en plus. Oui, de plus en plus. Et toi qui disais que tu as été marchandé sur le marché de Fort-de-France. Non, au Sénégal. Au Sénégal. Fort-de-France, il va marchander. Oui, voilà. Sur le marché de Fort-de-France, on marchande aussi. Donc c'est pas uniquement. On m'appelle pas un peu de pied que des tout, maman. Mais je te dis que tu marchandes. 240 personnes évacuées, 163 ressortissants français, donc il y avait également une comment on pourrait appeler ça? C'est une grosse opération. Un bateau de cette taille avec le personnel, alors en plus il n'était pas tout seul, je crois que c'est 2 gros bateaux militaires de cette taille avec le personnel en question, c'est des opérations à 1,5 million d'euros. Hein. Voilà, c'est pour faire l'aller-retour, c'est 700 000 euros de carburant, globalement. Voilà ce qu'il faut se dire. Ne serait-ce que ça, et on ne compte pas le personnel, les équipements, puisqu'il faut équiper les lits, les machins, enfin bref. C'est une grosse opération et c'est vrai que seule la France peut se permettre la France et d'autres États, mais des gros États peuvent se permettre de faire ça. Soit dit en passant, il n'y a que 15% des ressortissants français inscrits à l'ambassade d'Haïti qui ont été rapatriés, ce qui veut dire qu'il en resterait quelques 800 et quelques encore présents sur le territoire. On ne sait pas où, mais dont le Martiniquais dont Fred a parlé tout à l'heure. On l'a dit la dernière fois, je crois qu'au-delà de l'accueil, ça se prépare. Pour qu'il soit bien fait, il faut qu'il soit préparé. Et c'est vrai que j'exhorte mes compatriotes à ne pas verser dans la haine de l'autre, quel qu'il soit. Je pense que c'est trop facile aujourd'hui. On entend des cris, encore ce matin, j'ai entendu « Ah oui, c'est les Haïtiens qui cavent ». Bon, bref, on veut les accuser de tous les maux. Et c'est vrai que je croyais qu'on allait commencer par nos actualités, mais du coup ça tombe très bien parce que si tu permets, je vais juste lire ce petit texte. Ce cri de mort aux Blancs, si on ne le crie pas, c'est vrai, on accepte la puante stérilité des silences complices, l'asphyxie des non-dits et l'oppression qui se renforce. Mais je refuse de laisser ce cri se transformer en une haine qui me consume, car je suis résolue à bâtir un avenir où la justice, l'égalité et la fraternité seront les fondements de notre société. Alors je choisis de canaliser ma colère et ma révolte vers les actions constructives, vers la lutte pour l'émancipation de tous, quelle que soit la couleur de leur peau. Car c'est dans cette unité que réside notre véritable force. Et c'est ainsi que nous pourrons véritablement briser les chaînes de l'oppression et construire un monde meilleur où le respect et la dignité humaine seront les maîtres mots. Voilà pourquoi je ne céderai pas à la tentation de la haine, car je suis animée par la volonté inébranlable de transformer la souffrance en espoir et la division en harmonie. Et avec cette conviction que c'est avec cette conviction que je continuerai à lutter en faisant entendre ma voix et en agissant pour un avenir où les mots « mort aux Blancs » ne seront plus qu'un écho lointain d'une époque révolue, où l'unité et la solidarité seront les fondements de notre vivre ensemble. Et je dirais pour conclure, haïr c'est dépendre. Que nous soyons perpétuellement dans la haine de l'autre, dans notre façon d'envisager notre vie en société, et cette haine qui monte en Martinique nous rend dépendants d'une violence que nous ne saurons pas maîtriser. Et c'est pour ça qu'on doit être vigilant sur les mots. C'est pour ça qu'on doit être vigilant sur les causes. C'est pour ça qu'on fait cette émission, pour donner des clés, des décodeurs, pour arriver à... On a le droit de ne pas être d'accord, mais on est en capacité de discuter et on ne se déteste pas.
Ici, on ne se déteste pas. Ce week-end Pascal, on était sur le point de partir ensemble, Fred et moi, au Morne-Vert, rejoindre des copains pour faire une marche. Non, mais m'en dit que si c'est pas lui qui amène moi, m'a pas qu'à monter. Mais malheureusement, je ne savais pas que c'était pour ce samedi. Et moi, vu que j'avais déjà mes obligations, je ne suis pas allée, mais Fred m'a promis de m'emmener. Donc, c'est saoudien, donc amène-moi le Morne-Vert. Donc je viendrai, mais tout ça pour dire que on peut ne pas être d'accord et ne pas se haïr et continuer à discuter, se voir et passer des moments ensemble. C'est ça en fait, construire le vivre ensemble. Voilà. Et c'était des mots naturellement de Monsieur Aimé Césaire. On a cru que c'était de toi. Non. Alors je rebondis sur ce que vient de dire Béatrice sur le vivre ensemble. Nous avons véritablement un problème, pas seulement les politiques, mais la population martiniquaise, pour chercher les voies et moyens de tisser des liens avec les populations étrangères. Comme tout le monde le sait, je suis des Terres Saint-Ville. Et je vis les choses en live. Je peux vous dire que je fais la guerre avec mes parents pour qu'ils ne crient pas tout le temps « Haïtiens dehors ». Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de mode de vie qui fait que les communautés vivent dos à dos. Alors, nous avons une communauté qui est constituée de personnes de Saint-Domingue. De manière générale, ce sont des personnes qui pratiquent, des personnes de petite vertu, ne pas dire autre chose. Oui. Non, mais il faut faire attention aux mots. Voilà. Non, mais c'est un mot. C'est un concept en quelque sorte. Bon. Ouais, non. Mais enfin bref, alors disons que je retire le mot. Mais bon, ce sont des personnes qui sont des prostituées. Voilà. C'est plus clair. Nous avons des Haïtiens, nous avons des Saint-Luciens, nous avons des Dominicains, des Dominicains. Parfois nous avons des Cubains. Donc nous avons une sorte de population, de communautés qui sont diverses et variées. Cependant, ces communautés ne vivent pas comme les Martiniquais. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui de créer ce lien entre les communautés. Quand j'étais conseiller général, je me suis évertué à faire ça, mais vraiment pas à pas, pour que nous puissions se parler. Le problème pour les communautés, c'est qu'elles ne sont pas organisées. Et pour pouvoir créer le lien, créer le dialogue avec ces populations, avec ces communautés, il faut absolument que nous ayons des personnes qui soient des interlocuteurs reconnus par leur propre communauté. Alors, il y avait une association de Dominicains, Pedro et Joaca, que certains connaissent d'ailleurs, mais bon, malheureusement, il a quitté l'association, ce qui fait que nous avons donc perdu. Non, mais n'écrivez pas des choses. C'est moi-même, là. Non. Mettez qu'on soit les parce que ça me rappelle dans la diabète. Bon, alors, donc, je décris ce que je vis. Mon combat a été en permanence de rapprocher les communautés. J'ai organisé des Noëls multiculturels, par exemple, pour que les gens se retrouvent. Je fête mon Noël comme si la communauté martiniquaise comme ça, la communauté haïtienne différemment, pour que nous puissions créer le lien. Mais c'est difficile. Donc c'est pour ça que je dis que nous devons continuer, nous, populations et élus, nous devons continuer à travailler à ça, parce que de toute façon, ces populations qui sont installées dans nos quartiers ne partiront pas. Ça veut dire qu'elles sont là à demeure. Nous sommes obligés de créer ce lien pour que nous puissions vivre ensemble. C'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Béatrice, sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble aujourd'hui est difficile dans certains quartiers, et en l'occurrence, aux Terres Saint-Ville. Je vous donne un exemple précis que j'ai vécu très récemment. Les Haïtiens fêtaient un anniversaire, ils ont mis de la musique à tue-tête pendant des heures et des heures. C'est-à-dire de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 4 heures du matin. Les gens ne dorment pas. Et là, il y a un effort à faire. Mais il faut trouver des interlocuteurs dans la communauté haïtienne. C'était des Haïtiens. Pas police, Non, mais on a appelé la police. Mais vous savez que la police
Les Martiniquais pas qu'à fait ça. Nous avons. Parce que près de chez moi, c'est la même chose. Non, mais je parle d'une situation. Oui. Je te dis, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Je parle d'une situation. Non, mais non, c'est pas ça. C'est pas à moi que tu vas dire ça. Moi, je lutte depuis des années pour approcher les communautés. Parce que je dis personne de petite vertu. C'était une. Non, pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est ma réalité. On a chacun des rêves. Mais non, tu vis où? À Redoute ou bien à DJ? Toi, tu vis pas. Bon, moi, je suis là tous les jours. Je suis là tous les jours, mes parents vivent là. Donc je peux te dire, et pas seulement mes parents, mon fils vit là, mon fils aîné vit là, mon cousin est en face, etc. Nous sommes d'Éther-Saint-Ville. Donc je décris une réalité d'Éther-Saint-Ville. Donc ne me dis pas, nous vivons tous une réalité. Non, cette réalité est différente de la réalité de DJ et de Redoute. Donc c'est pour ça que je dis, mon combat a été toujours, effectivement, de rapprocher les communautés. Mais il faut que nous trouvions les moyens. Voilà. Mais j'avais d'autres choses à dire sur Haïti, mais bon, je m'arrête. Oui. Puisqu'on a parlé qu'il faudrait... C'est le Kenya qui doit aller donner un coup de main du côté d'Haïti. Israël a été pointé du doigt après la mort de 7 humanitaires. Ça ne va pas encourager les gens à envoyer des humanitaires dans ces pays-là. Ça envoyer des gens à la mort, quoi, en fait. En fait, c'est comme ça que je vois ça. Oui. C'est comme ça que je vois ça. Donc, fais-moi pas ça. Hein. C'est-à-dire que ça m'a équipé nous, vous savez. World Central Kitchen, c'est M. Alves qui crée ça. En bouc, qui c'est en chef étoile aux États-Unis. C'est M. qui crée l'association humanitaire là, qui fait que ni 8 personnes qui sont morts. Et c'est lui qui a payé ça. C'est un bouc assez extraordinaire. Il s'est arrivé à 93 aux États-Unis, il fait fortune, il ouvre des restaurants. Et puis, monsieur... World Central Kitchen. Yes. Et monsieur, ils interviennent en Haïti. Ils créent ça après le tremblement de terre, là, 2010. C'est-à-dire que les messieurs voient que les gens ont des difficultés pour te manger au quotidien. C'est-à-dire que il ne faut pas manger et puis on ne peut pas tuer lui. Donc, ils mettent un système, mais ça va être extraordinaire. Le regardez ça, monsieur fait. Ils interviennent en République dominicaine après le cyclone Maria. Ils interviennent aussi en deuxième fois en Haïti en 2017. C'est un bail assez exceptionnel que monsieur fait. Et monsieur, Israël commence à tuer ces gens, il faut dire ça, 33 000 morts, je veux dire. Et il a commencé à tuer les humanitaires de l'ONU. Monsieur dit, c'est monsieur premier qui dit que nous allons passer par la mer. Et c'est lui qui ouvre la porte là, c'est-à-dire que monsieur construit un petit appontement, monsieur affrété des bateaux. Et puis, c'est ça qui fait que les États-Unis disent comme ça, qu'ils ont construit un port, ça, là, à Gaza, pour que ça permettre de vous manger. Là encore, il y a un risque de famine. Il dit que plus de 1 million de monde qui a risqué de mourir faim parce qu'il n'y a pas ni de l'eau, pas ni manger. Et Alves, lui, c'est un réseau téléphonique, il a parlé directement et puis le secrétaire d'État américain, il a parlé des gens qui ont l'argent, il réunit des millions de dollars. Et c'est monsieur qui a cherché un système alternatif pour continuer à porter l'aide à Gaza, les Gazaouis. Mais, comment il y a ça qui est fini? Parce que les Bounans qui m'ont dit que c'est un drone israélien qui tue volontairement. Puisqu'il a été dit ça, il a été déclaré, il y a un protocole, local à faire aide humanitaire, il faut qu'on dise ça, l'armée israélienne, il faut qu'on dise qu'il etc. Et ces drones-là, ils voyaient 3 missiles coup sur coup. Et monsieur, on voit les photos. Monsieur dit qu'il n'a pas qu'à décourager, voilà, c'est les photos, qu'il a continué et que c'est peut-être que c'est par monsieur que l'aide humanitaire qui est passée. Mais peut-être faut nous aussi, nous, Martiniquais, Caribéens, réfléchir déjà à un grand organisme humanitaire pour nous, comment nous avons venir en aide aux voisins haïtiens. Parce que la solution, ce n'est pas non plus que nous venons gagner, hein. C'est-à-dire que, bon, il y a 11 millions de Haïtiens et 347 000 Martiniquais. Donc, il faut ça clair du point de vue numérique. Donc, peut-être que nous, il veut mettre en vraie solidarité entre les Caribéens, parce que c'est une question de volonté. Et nous, ni les instruments, Raphaël, je taquine au petit point. Tu peux. Nous, ni les instruments là, parce que nous allons faire des grands discours, demander l'OSCS pour résolution, pour nous passer pouvoir normatif. Je dis, on nous travaille plus en établissement de soutien logistique. Béatrice dit ça là, par exemple.
pour coordonner ces moyens maritimes-là, pour que nous fassions un véritable aide, parce que Haïti, pour moins qu'on Gaza, c'est-à-dire il y a un genre de guerre civile, parce que là, c'est parce qu'il ne faut pas comprendre que le Hamas unit, ni aussi bonne rivalité en disant ces groupes-là, parce qu'il y a des gens qui a dit, dans le Hamas, à côté, qui a dit qu'il faut libérer ces otages-là. Et moi aussi, moi qui a trouvé ça scandaleux, ce que Israël a fait, mais ni des gens qui ont manifesté tous les souhaits devant le Parlement, qui a dit, Netanyahou, signer un accord, parce que nous les retrouvons otages nous, parce que si c'est riche nous qui l'a ici, qui ça nous a dit si c'était lui qui était otage le Hamas. Donc là, pas simple. Non, mais qu'Israël fasse ça, ce tir-là, 3 tirs sur les gens là. Non, ils avaient les coordonnées, ils avaient tout. Ils ont soi-disant prétexté une grande erreur. La réalité, c'est que c'est une ONG qui apportait des milliers de repas aux gens de Gaza, qu'aujourd'hui Israël voue une haine féroce et considère que militaires, Hamas, pas Hamas, civil, pas civil, toutes les mounans qui Gaza ennemis d'Israël. Point. Bon, donc il y avait des codes, ils savent très bien organiser ça, Frédéric l'a dit, les véhicules avaient sur leur flanc le nom de l'ONG, rappelons quand même qu'on dit de l'armée israélienne qu'elle est l'une des plus puissantes au monde, aidée par les États-Unis, mais les renseignements sont parmi les meilleurs, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils savaient pertinemment ce qu'ils allaient toucher. Ce qu'ils ont touché, c'est des gens qui aident des Gazaouis palestiniens à survivre. Et ils ne veulent pas la survie, ils ne veulent pas de cessez-le-feu, ils ne veulent pas d'acheminement humanitaire, ils sont contre tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assister, de toute façon, il faut le dire, à une guerre, je ne sais même pas si une guerre punitive d'Israël contre Gaza, aux yeux et au su de tous. Alors tout le monde proteste maintenant, tout le monde proteste, c'est inadmissible, c'est un vrai génocide et tout ça, mais intérêt économique aidant, position des États-Unis aidant, parce que Joe Biden lui-même, en machin, il est en haïen, il fournit des armes, il ne veut pas parler de cessez-le-feu ni quoi que ce soit, ça risque d'ailleurs de lui coûter les élections américaines. On assiste à ce que le monde peut devenir, eu égard d'ailleurs au fait que l'humanisme est passé derrière les intérêts économiques. Oui, Madame Delors. Oui. Alors, sur ce, on peut et on doit condamner absolument un tel désastre parce que des jeunes qui s'investissent dans des actions caritatives au prix de leur vie et ceux qui sont complètement décimés, c'est inadmissible et effroyable. Ça, il faut le signifier parce que ce n'est pas entendable qu'un État, parce que quand on dit Israël, ce n'est pas les Israéliens, il y a un État, on peut dire d'extrême droite représenté par Netanyahou, qui, pour je dirais, au service de tous les colons, décide que la population gazaoui et le peuple palestinien ne doivent pas exister. Et de notre côté, vous avez un Hamas radicalisé et qui prend sa propre population comme bouclier et ne pas céder sur un point, celui de la remise des otages. Et quand vous avez face à face deux radicalités, qui pèsent, c'est le peuple palestinien. Tout à fait. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pas entendable. C'est pas entendable. D'autant plus que quand on regarde l'ONU prend des résolutions qui ne sont pas suivies des faits, eux aussi ils ont leur part de responsabilité. Aussi leur part de responsabilité. Et quand on est dans une impasse, parce que là maintenant on est dans une impasse totale,
parce que, personne ne veut faire marche arrière. Et donc, ça doit nous interpeller. Les radicalités ne mènent à rien, quelles que soient les radicalités. Des radicalités identitaires ou encore les radicalités qui sont d'ordre religieux ou autre. Toutes ces radicalités nous enfoncent dans une inhumanité. Et je rappelle que l'inhumanité, c'est la construction de l'humanité. C'est nous qui construisons notre propre inhumanité. Alors, ça fait un moment que Grégory me fait signe que l'heure est passée, mais je profite qu'il y a 2 femmes sur le plateau. L'Assemblée nationale a rejeté l'article 1er de la proposition de loi visant l'instauration d'un congé menstruel pour les femmes souffrant des règles incapacitantes. Alors, vous dites rien ? On proteste, mais enfin moi je tiens à saluer l'initiative de cette entreprise qui s'appelle I Love Mobile, qui répare, je suis désolée, je fais de la pub, mais qui justement au moment au 8 mars et depuis le 1er avril a mis en place dans l'entreprise, donc ça peut être aussi des choix individuels, on n'est pas obligatoirement obligé d'attendre tout de l'État. Cette entreprise I Love Mobile a décidé d'octroyer un jour par mois aux femmes qui souffrent d'endométriose ou de problèmes liés à l'endométriose ou aux maladies liées aux règles douloureuses. Je tiens à le dire, au Parti socialiste, comme employeur, c'est le cas depuis 2020. La première ville à l'avoir fait, c'est la ville de Saint-Ouen, et c'est à la tête de laquelle est un homme, socialiste d'ailleurs. Donc je tiens à dire qu'il y a de l'avance là-dessus. Je crois que les entreprises doivent aussi agir parfois en entreprise responsable, sociétalement. Il y a des femmes qui souffrent énormément et de façon terrifiante, mais une fois encore, on voit les angles qui sont choisis. En l'occurrence, la droite majoritaire a voté contre. Alors c'est à la commission, c'est le premier vote de la commission où il y a eu un rejet. La droite majoritaire, donc En Marche, Renaissance, a voté contre. La droite LR a voté contre. L'extrême droite a voté contre. Voilà. Alors, restons pas trop longtemps puisqu'il faut déjà arrêter. Madame Delors. Oui, je serai courte. Est-ce que ça vous a choqué? Mais bien évidemment, c'est totalement choquant. Ce qu'on peut constater, c'est que nous sommes dans une société patriarcale qui a du mal à se mettre en cause. Est-ce que c'est parce que les hommes n'ont pas leur règle qu'ils ne peuvent pas comprendre ça ou quoi? Parce qu'ils ne souffrent pas de ce dont ces femmes souffrent. Mais oui, c'est parce ça. que moi, je n'en souffre pas, mais j'imagine, je ne souffre pas de ces douleurs-là, mais dites-vous qu'on a mesuré les douleurs que pouvaient ressentir ces femmes. Sur une douleur ressentie pour un homme de 1 à 10, elles sont à 8, voire parfois à 10. On laisse Mme Delors finir. Oui, alors, je disais, il serait intéressant de connaître les raisons pour lesquelles tous ces partis politiques ont voté contre. Oui, que ce soit droite, Renaissance et extrême droite, pourquoi? Sur quelles raisons? Ouais. Messieurs, la raison peut être, on peut la comprendre, hein, dans une petite entreprise où c'est beaucoup la relation avec le salarié qui compte. Et donc, les salariés femmes, lorsqu'elles demandent un jour d'absence, l'employeur n'a pas le droit de demander. La personne peut préciser pour quelle raison. Donc, il y a quand même pour moi une difficulté, c'est le secret médical. Parce que dans la proposition de loi, il faut fournir un certificat médical qui dit que c'est invalidant. Et moi, je considère que c'est une intrusion dans la vie privée des femmes. Nous n'avons pas, je parle dans la petite entreprise, vous n'avez pas à entrer dans ce niveau de la vie privée de la personne. Maintenant, le mieux pour moi, c'est de l'entente. C'est-à-dire que la personne vous dit je ne serai pas là demain parce que je ne me sens pas bien. D'ailleurs, il faut faire très attention, moi, à ne pas mélanger la vie privée du salarié et son activité professionnelle. Et il y a un deuxième aspect, tu vas intervenir, il y a un deuxième aspect, c'est ça peut devenir un facteur discriminant pour les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent que pourquoi
ils préfèrent à l'embauche embaucher un homme parce que c'est la réalité, il faut qu'on le dise. Il y a la question de la grossesse, il y a la question des enfants, il y a un certain nombre de choses. Il ne faut pas que ça devienne, de mon point de vue, un élément discriminant supplémentaire pour c'est très important avec cette question du télétravail aussi, concernant les femmes. Il ne faut pas légiférer n'importe comment. Maintenant, c'est vrai que c'est invalidant et qu'il faut trouver une solution pour ces personnes qui ont des règles douloureuses. Yeah. Alors, oui, en fait, les arguments que tu as avancés, Fred, sont des arguments qui ont été avancés par les personnes qui ont voté contre cette proposition de loi. Et comme c'est une proposition de loi, ça ne vient pas du gouvernement, et le ministre de la Santé, effectivement, avance cet argument qui consiste à dire ça peut être discriminant. Mais ce que je dis, c'est que ces personnes-là n'ont pas eu dans leur entourage quelqu'un qui souffre d'endométriose, etc., etc. Parce que, très franchement, c'est invalidant. La personne ne peut pas aller travailler. Et quand on lui oppose le délai de carence, ça veut dire qu'elle perd un jour de travail. Et ceux qui ont voté contre ont dit, oui, mais ça va coûter cher à la sécurité sociale. Je suis désolé, c'est une question de santé. La personne ne peut pas travailler, elle ne peut pas. Parfois même, des femmes qui sont confrontées à cette difficulté vont à l'hôpital. Elles passent des séjours pendant 4-5 jours, je ne sais pas combien de temps durent les règles, mais 4 à 5 jours à l'hôpital. Donc ça veut dire véritablement que c'est un vrai problème de santé publique. C'est une maladie. C'est une maladie. Donc il faut en tenir compte. Moi je pense que c'est une erreur que de rejeter ce texte-là, je crois, à 200 voix contre 117, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai lu. Je crois que c'est une erreur. Parce que franchement, il faut être à l'écoute des personnes qui sont malades et des femmes qui, effectivement, souffrent de ce genre de... Mais il faut respecter le secret médical. Très rapidement, Gabriel Attal a annoncé le 27 mars que le gouvernement travaillait à une réforme globale de l'assurance chômage. Et apparemment, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui trouvent qu'il a raison. Plus de la moitié. Est-ce que vous êtes surpris par ça? J'ai vu un sondage et il y a plus de 50% des gens qui sont d'accord. Un sondage qui tend à être rééquilibré, tout dépend de la question qu'on a posée aux gens, et puis tout dépend des objectifs. Aujourd'hui, il faut quand même le dire, ça suffit. Alors, tout ça bagaille qu'à passer. Les gens ont eu des augmentations EDF, la crise a rendu la vie compliquée pour beaucoup de gens quand même. La réalité en France, c'est qu'il y a combien 3 millions de chômeurs, un peu plus? Combien on a Oui, 3 millions. D'accord, pour 600 000 emplois vacants. Bon, et donc on est en train de dire à des gens qui se retrouvent au chômage, qui pour certains ont plus de 50 ans, que écoutez, on va vous réduire si on vous réduit pas le montant, on va vous réduire sur la période. Bon, alors tout le monde peut trouver ça génial. Ah ouais, ça va inciter les gens à aller bosser. Mais enfin, la réalité, on sait aussi que dans la mesure où il y a une baisse, une diminution singulière des postes vacants, il y aura une augmentation des personnes. Mais comment on fait dans l'intervalle, le temps qu'on revienne à une situation économique plus favorable? On laisse les gens dans la galère? Alors, juste un chiffre. Aujourd'hui, les dépenses publiques en France, sous les gouvernements Macron, les dépenses publiques en aide aux entreprises, et je parle souvent des grosses entreprises, parce que je sais, sinon je vais mais en l'occurrence, c'est pour les grosses entreprises. Les aides publiques aux entreprises privées augmente 5 fois plus vite que le PIB, 2 à 3 fois plus vite que les aides sociales. Et puis c'est là on attaque les gens parce qu'ils touchent trop d'APL, on attaque les gens parce qu'ils partent à la retraite trop tôt, on attaque les gens parce qu'ils ne payent pas assez leur facture d'électricité, on attaque les gens parce qu'on voulait qu'ils payent plus cher l'université. Alors toutes les petites qu'après on fait, puis les gros, il n'y a pas qu'à dire rien. Ce gouvernement a un problème. Mais s'il y a quelque chose qu'ils sont en train de faire, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils ne sont pas en train de construire un rempart contre le populisme de l'extrême droite, mais un pont, un vrai pont. Voilà. Madame Delors. Alors, je serai beaucoup plus générale quant à cette question. Quand on regarde bien, quand on veut attaquer les allocations chômage, quand au fond, qu'est-ce qu'on actionne? Plus de pauvreté, aggravation de la pauvreté. Et ça, on le sait, cette aggravation de la pauvreté, ça amène à quoi?
à penser, les gens pensent, que les politiques sont incapables de régler leurs problèmes. Donc, dépolitisation, première conséquence, et on a des expressions pré-politiques, pillage, vandalisme, etc. Deuxième conséquence, c'est un affaissement on va dire, moral et civique. Quand vous n'avez rien, quand vous ne pouvez rien faire, eh bien, bien évidemment, qu'est-ce qui va? La frontière entre le bien et le mal s'obscurcit et l'idéal du bien vivre ensemble s'obscurcit. Et on arrive à la troisième conséquence, c'est la nécessité pour ces gens de trouver le plus d'argent possible. Eh bien, le trafic et l'économie souterraine prospèrent. Et alors qu'en réalité, les vrais problèmes, à savoir taxer un certain nombre de grands revenus, le train de l'État, tout ça, c'est pas vraiment pris en compte. Résultat du compte, on va accroître encore l'idée que l'extrême droite peut être une solution. C'est ça qui va se passer. Bon, comme on ne l'a jamais essayé, bon, ben finalement, comme c'est Marine Le Pen qui a parlé uniquement, dit les pauvres, dit ça qui a fait, eh ben nous quoi aller là. Donc, il peut quand même parler d'ailleurs. Oui, c'est total là. C'est total là. Alors, Raphaël? Oui, alors, la prévision du déficit budgétaire de cette année est de 144 millions d'euros. Il se trouve que, enfin, c'est la prévision, mais on sait déjà que ça va aller au-delà, puisque c'est 15 millions 8, c'est-à-dire 16 milliards d'euros en plus de ce qu'avait prévu le gouvernement. Donc, ils cherchent partout à faire des économies. On a annoncé 10 milliards d'économies, déjà. Le ministre de l'économie a annoncé 10 milliards, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. D'autant que la théorie du ruissellement, qui est une théorie néolibérale ou sinon libérale, veut que on va taper d'abord sur les petits et on va laisser les gros tranquilles. C'est ça la théorie du ruissellement, en espérant que les gros vont renvoyer sur les petits, et ça ne se fait pas. Donc, le gouvernement est en train de se tromper. Rappelez-vous Macron qui est allé taper sur les retraités. À partir du moment où le retraité touchait 1 200 euros, on estimait qu'il était suffisamment riche pour augmenter sur ce retraité la CSG. Donc on voit bien que là, il y a une idée complètement fausse de la réalité. Et Béatrice disait tout à l'heure, c'est un point qu'on est en train d'installer pour Marine Le Pen, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et les gars ne se rendent pas compte de ça. Donc ce que je veux dire, c'est que le quoi qu'il en coûte là, du Covid, est en train, effectivement, de creuser le fossé dans lequel se trouve la France. Et nous en avons discuté la semaine dernière. Je dis simplement que la France est un des pays les plus endettés de l'Europe, après la Grèce et l'Italie. Donc ça veut dire que la situation est très grave. Et en plus, moi ce que je dis, c'est qu'ils disent qu'ils ne veulent pas augmenter les impôts, mais ils vont taper sur les allocations au chômage, en réduisant sur la durée de 18 mois à 12 mois, en espérant que effectivement, ils vont gagner. Ils disent qu'ils vont gagner des milliards comme ça. Mais et c'est là que je veux, et je vais en terminer jusqu'à pas tellement plus long, sur la situation de la Martinique. L'INSEE nous donne à peu près 10% de chômeurs dans ce pays. 17. Oui. Non, 10%. L'INSEE nous donne 10% en 2023. Le chiffre que j'ai lu dans les ouvrages de l'INSEE. Il n'empêche que ça ne correspond pas à la réalité. C'est beaucoup plus que ça. D'autant que nos jeunes, ils sont en chômage à hauteur de 50% de leur effectif. Donc ça veut dire que nous sommes sur une situation explosive ici en Martinique, explosive. Et par conséquent, nous ne ressemblons pas à la France. Et c'est pour ça que je reviens sur le problème de l'évolution institutionnelle. Cette règle-là qui est appliquée en France est appliquée ipso facto en Martinique. Si nous ne changeons pas ça, nous allons nous retrouver toujours à ramer pour exister politiquement et sur le plan économique. Fred. Alors, mais rapidement, parce que j'ai eu l'ordre d'anti-macroniste là, mais alors bon, on sait que c'est considéré moi comme macroniste de droite, mais au moins c'est m'agacer en position de défenseur de l'entreprise martiniquaise. C'est pas une question de chercher économie. La question c'est que
c'est le travail qui peut payer plus que les allocations. Et donc, l'argent là, ce n'est pas l'argent gouvernement qui a cherché, ça il est, c'est le plein emploi. Et peut-être que, je vais inviter les autres à parler, puis les gens qui travaillent dans l'entreprise, on a du mal à trouver des ouvriers, des maçons. On a du mal à trouver, alors qu'il est, des salariés pour faire des chantiers. Et donc, si vous avez trouvé les gens, publiez un site pour dire, mais c'est bon là. Parce que Martinique, il faut nous garder là en face. Nous avons 20 000 personnes qui travaillent au noir. Alors qu'il est, travail au noir là, plus facilité parce que les gens ont touché à l'allocation. Alors, ce gouvernement Gadou, il crée 2 millions d'emplois dans les 5 ans qui passaient, qu'il a visé un objectif de plein emploi par l'investissement et la formation. Et c'est là que je trouve que nous, Martinique, nous ne pouvons pas parler de Macron pendant 10 000 ans. Mais la CTM, là, il a voté un budget cimentaire, il a supprimé 225 millions d'euros d'investissement. L'année là, dette là qui a atteint le milliard, c'est-à-dire l'année où la dette de la CTM va atteindre le milliard, il a supprimé 225 millions d'euros d'investissement. Et sur les fonds européens, mon papier hier, je voyais moi, où la CTM a dit qu'il a justifié 280 millions d'euros. Nous ne parlons pas d'un million d'euros, de l'argent que l'Europe baille dans un an, ça impossible à faire. Vous savez ça, moi-même, ou TDGS, ça impossible que la CTM justifie 280 millions d'euros de dépenses européennes en un an. Donc ça, mon cadeau... Quel est le budget de la CTM? C'est 1,5 milliard là. 1,5 milliard. Alors il a été diminué. Il a été diminué. Il a été diminué. Il dépasse de 1,7 million à 1,5 million. Donc là, on a dit, moi, Macron... 1 milliard, pardon. Macron cadeau comme ça, l'argent là, qui a venu ici, ça, on a fait et puis. Et c'est pour dire, mon cadeau, on nous arrêté de parler sans arrêter de réforme institutionnelle. On nous a comment nous mettre en vraie politique d'investissement pour que Martinique vienne trouver travail. Comment on a deux manières. Commencez pas à payer ces entreprises pour que comment on a créé emploi. Donc, on ne commence pas à faire ça, mais il ne faut pas nous entrer pour moi dans des discussions trop techniques, trop difficiles pour dire ouais, il y a le tir à l'occasion. C'est très bien. Quand tu as 900 millions d'euros sur 1,4 milliard, qui est incompressible. Tu ne peux pas les gommer. Parce que tu as une population qui est en situation de précarité avancée. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas demandé ton actualité parce que je fais. En fait, c'est Charles qui a institué ça, je ne fais pas ça. Mais il le fait au début. Oui, bien sûr, mais s'il y a quelque chose d'important pour que la population entende, il n'y a pas de souci. Grégory ne va pas être fâché. Non, j'avais choisi le thème de l'aggravation alarmante de la pauvreté. D'accord? Je disais que c'est en grande majorité des familles monoparentales. Et il y avait trois incidences que j'ai relevé, c'est le sentiment que le politique est impuissant à changer le quotidien, particulièrement des catégories fragilisées. Le risque, c'est la dépolitisation d'une certaine partie de la population et des formes émergentes, on va dire, d'expression pré-politique. Violence, vandalisme, pillage, qui se multiplient depuis au moins les 5 dernières années. On doit noter que ce sont des Martiniquais qui sont des activistes au profil plus ou moins problématique qui attaquent de fait les classes les plus défavorisées. Et le petit commerce. Le mobilier urbain, là, il n'est pas remplacé depuis la dernière effusion. Exemple. Deuxièmement, un affaissement moral et civique. Lorsqu'on n'a rien, qu'on ne peut pas se nourrir ni se loger convenablement, la frontière entre le bien et le mal s'obscurcit, ainsi que l'idéal du bien vivre ensemble. D'où la difficulté de vivre avec des communautés différentes et accepter des rencontres. Parce que finalement, le bien vivre ensemble, c'est accepter des rencontres et à ceux qui sont différents de moi. Et la troisième chose, c'est que y a une économie grise souterraine, le travail au noir, qui, selon les estimations, et qui pourrait être vérifié, 30% de l'économie. D'accord? Trafic de tout genre, aliments, bijoux, etc. Et on voit bien qu'on a déjà eu
des produits qui ont été saisis, etc. Donc, ça doit nous faire réfléchir aujourd'hui. Et quatrième, je vais rajouter une quatrième, ce sont les difficultés psychologiques d'un certain nombre de Martiniquais de plus en plus. Un taux de suicide important. Très important. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a eu 3 suicides dans le Nord Atlantique. Donc, c'est la preuve, en quelque part, qu'il y a non seulement une aggravation alarmante de la pauvreté, mais aussi des problèmes existentiels importants qui ne sont pas pris en charge. Tout à fait. Bien. Ben, merci à tous les 4. Merci. Pour vos analyses. Manon. Une fois de plus, Merci. les Martiniquais sont bien contents de vous écouter. Ça leur permet de mieux comprendre certaines problématiques. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci. Et puis la semaine prochaine, je pense que c'est Charles. Un bon week-end, oui, déjà ça. Mais on vient d'avoir 4 jours de week-end là, non? Les jours passent vite. Les jours passent vite. Et à vous aussi, qui nous regardez, je vous souhaite une excellente semaine et puis un bon week-end, comme dit Béatrice. À bientôt sur Zouk TV. Merci. Merci. Merci.